Salut à toi camarade et bienvenue dans l'épisode 2 de la traversée de Tenerife des pirates aventuriers. Dans l'épisode précédent, nous t'avons fait découvrir le nord de l'île en commençant notre trek par Chamorga, suivi du village de Roquemarberjo. Nous avons par la suite longé les côtes pour atteindre la Gordeguera, puis direction la Punta Farjana où nous avons pu apercevoir des dauphins. Nous avons passé le nouvel an à Puerto de la Cruz pour reprendre des forces avant de gravir le Risco Verde, où non loin, nous avons passé notre 4e nuit à la Cumbre Bolico face à un joli coucher de soleil. Jour numéro 5, on a plié le bivouac là ce matin très tôt, il est 6h30. Pourquoi on se lève tôt? Parce que là on se dirige vers Masca et Masca, la vallée pour descendre, il faut réserver en fait ses places. Bien évidemment on l'a pas fait, on savait pas. Là le but c'est de s'y pointer pour 8h15, 8h30 et espérer avoir des places de personnes qui se sont désistées. On verra bien sur place. Le soleil se lève sur Masca. Nous n'avons pas pu descendre le canyon de Masca sans billet, alors direction Santiago del Teide pour descendre le canyon voisin. Ce canyon nous permettra d'atteindre l'océan où se trouvent les falaises de Los Gigantes, réputées pour leur beauté. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Gros problème, on a une cheville qui s'est foulée. Je ne sais pas si on peut continuer, on verra. De toute façon on est obligé, on est bloqué au milieu de la montagne, il n'y a aucun village à côté. On prend donc l'option de poursuivre vers le bas du canyon sans être certain d'avoir un sentier qui nous mènera à la ville de Los Gigantes. Là le sac le plus léger possible, mais bon, là pour sortir de la zone, on a encore genre 2 heures de marche, quoi. 2 heures minimum. C'est soit on marche comme ça tranquillou, soit on appelle les secours. Sur nos cartes, on ne comprend pas pourquoi les sentiers tracent une ligne droite à travers la montagne. On s'apprête à le découvrir. Là on se demandait pourquoi sur Maps.me il y avait des lignes toutes droites dans la montagne. C'est qu'en fait c'est des tunnels comme ça. On va aller voir un autre, il y en a un autre à côté. Et on va en traverser un dans la montagne. On va voir où est-ce que ça nous mène. Ce sentier en bord de falaise détient un canal d'eau qui le longe tout le long. Il est pour le moment assez large. Première petite arche. Il y avait ce premier tunnel qu'on a vu tout à l'heure traverser la montagne et qui arrivait on va dire au bout de 2 heures de marche vers une ville. Et on a croisé des gens qui nous ont parlé de ce chemin aussi, qui longe des canyons en fait, je sais pas trop. Il y a une genre de mine au bout, on a vu sur Maps.me, je sais pas trop ce que c'est. Il est 11h45, on n'a rien pour manger ce midi. Et s'il faut faire un bivouac ce soir, ça sera midi et soir sans manger. On a 4 barres de céréales et 2 pommes au total. Le sentier en tout cas est vachement sympathique. On commence à passer des successions de tunnels, de plus en plus longs et de plus en plus étroits. À mesure que nous avançons au bout de la vallée qui donne sur l'océan, le vide se creuse de plus en plus. Sur cette porte, des inscriptions nous somment de ne pas aller plus loin. Mais en tant que bons pirates aventuriers que nous sommes, nous tentons l'exploration jusqu'au bout. Nous nous apprêtons désormais à longer les falaises au-dessus de l'océan. On comprend mieux pourquoi il y avait des interdictions d'accès sur la porte. Le chemin se fait de plus en plus étroit et de moins en moins accessible. Un gros bloc tombé a même failli boucher définitivement l'accès au reste du chemin. Heureusement que l'on peut encore s'infiltrer sur le côté. Je te déconseille d'emprunter ce chemin car maintenant il devient vraiment dangereux. On s'enfonce désormais dans la vallée voisine et on parvient au bout du sentier après bien 1h40 de marche. La dernière étape de notre périple, après bien 1h40 de marche, et elle avec sa cheville cassée, pour pas grand chose. On tombe alors sur une bâtisse délabrée, on est ravis d'avoir fait l'aller pour de si belles choses. Pas grand chose hein. Et en soi on n'est pas venu pour rien ici, parce qu'on est venu pour chercher de la force mentale et de l'expérience. Sachant qu'on n'avait pas beaucoup d'eau, rien à manger, la cheville en vrac pour elle, ça nous permettra de relativiser plus tard dans d'autres circonstances. Si on l'a fait dans ces conditions, c'est qu'on peut le faire dans n'importe quel autre. Et maintenant, il en faut du mental parce qu'il va falloir faire de nouveau 2h30 en sens inverse et repasser sur ces chemins vraiment étroits. Donc, va falloir faire très attention, garder l'attention jusqu'au bout. C'est ça aussi qui est pesant. On peut relâcher qu'une fois qu'on est sorti de là. 1h30, 2 heures d'attention non-stop et ça c'est assez usant quoi. Et on croit pas si bien dire, surtout que la petite m'a avoué plus tard qu'elle avait des vertiges avec les douleurs que lui faisait la cheville. C'est clairement pas l'endroit où il faut en avoir. Bon on est reparti pour 4 km sur ces chemins improbables. On le voit là, dans la montagne, tracé là, tac. Cette fois-ci, on n'a clairement plus de bouffe ni d'eau. Donc il va falloir serrer les dents jusqu'au prochain village.
Retour au tunnel de la Muerte. Et on n'est pas au bout de nos peines, on n'a pas terminé, on est grave loin d'un village. Là, c'est parti pour le tunnel, on va traverser ça. Tout droit sur je sais pas combien de bornes. Ça s'affichera sur la vidéo quand j'aurai fait mon calcul. Ces tunnels ont été creusés pour rediriger l'eau vers le village de Los Gigantes. Longeant tout le bord du littoral, il s'étend sur plusieurs kilomètres. C'est comme qui dirait le bout du tunnel. Ah ouais, c'est pas fini. Il y a encore tout le chemin là. Ah, il y a la ville là, on est sauvé. De l'eau et de la bière. Putain, on a dû descendre ça avec sa cheville pourrie là. Putain, c'était trop chaud. Voilà, c'est pas sorti d'affaire, hein. Ça fait trop mal là, ça lui fait trop mal. Et le chemin il est pas encore évident quoi. Hein. On s'approche de la fin de journée, on n'a plus d'eau, plus de bouffe, mais la vue sur le village d'arrivée nous donne les dernières forces pour terminer ce sentier. On a la ville en vue, Los Gigantes. On a réussi. Voilà, mission accomplie. Quand tu te casses une cheville, on atterrit dans des endroits comme ça pour le bivouac. Non mais c'était le moins cher. C'était le moins cher. Franchement, on est tombé à Monaco. C'est trop de confort pour nous quoi. Eh bien nous sommes le 4 janvier et oui, il s'est passé 24 heures où on n'a rien filmé. C'est normal, on est resté à l'hôtel pour des raisons évidentes. On voulait attendre, voir si la cheville allait mieux. Bon bah c'est pas possible, ça ira pas mieux. Donc on a réfléchi à autre chose. On a décidé de louer une voiture. S'il y a des petites randos à faire, bah, j'irai tout seul. On va quand même aller voir les derniers trucs qu'on devait aller voir. Et ensuite on bivouaquera soit dans la bagnole, soit à côté de la bagnole en posant la tente. Mais on va y aller quand même quoi en tout cas. On va pas rester 3 jours à l'hôtel. C'est pas une petite cheville là qui va nous faire peur, non? Non. Du coup, on est reparti et bon, on a mis de côté le mode aventurier. Et voilà notre plan B, petite Citroën C3. Nous nous dirigeons petit à petit vers le centre de l'île. Sur notre passage, nous faisons une halte pour aller voir le plus grand pin de l'île de Tenerife. Donc voilà pour la suite de nos aventures. On a loué une bagnole et on se rend du coup un peu vers le sommet, vers le Teide. On va aller voir si on peut passer, si on peut aller voir le sommet. Et puis moi, je vais essayer de faire quelques randos un peu plus rapidement du coup, en light, sans les gros sacs. Bon et du coup sur le chemin pour monter, on s'est arrêté au Pino Gordo qui est derrière là. C'est ouf quand même de voir ça et de se dire que si on touchait à aucun des arbres, il y aurait potentiellement beaucoup plus d'arbres gros et énormes comme ça. Ce qui est hallucinant c'est ça, c'est rien qu'une des 3 branches qui part bien droit là, rien qu'une des branches est plus grosse que n'importe quel pin que j'ai pu voir avant. 9 mètres et quelques de circonférence et 45 mètres de haut. Du coup, vu que nous ne marchons plus, nous prenons le temps de nous apaiser face à la beauté de la nature. Bon ben voilà la vérité sur ce fucking big arbre. 9,36 m et 45,12 en hauteur. Cette fois-ci, c'est parti. Nous nous dirigeons vers le centre de l'île pour contempler le Teide et ses plaines à la roche volcanique. On est sur ce qu'on appelle les Tajina de Rojo, c'est les trucs de lave. En fait, il n'y a que des roches volcaniques tout autour de nous. On est entouré que de ça. Du coup, bah, je pense qu'ils ont donné ce nom-là parce que ça donne un paysage rouge, quoi. Le paysage est magnifique. Nous sommes entourés de plaines de roches volcaniques et nous ne savons plus où donner de la tête entre le Pico del Teide non loin, les plaines et les montagnes qui nous entourent. Désormais, il nous faut trouver un coin pour le bivouac. Évidemment, je parle de dormir dans la voiture. Eh bien, jour numéro 8, on a fait notre bivouac numéro 7 dans la voiture. Alors, on s'est bien pelé le huc parce que franchement, là, il y a eu un vent toute la nuit. En plus, bah, voilà, on n'a pas pu, comme une tente, foutre toutes nos affaires correctement. On a dormi dans le coffre qui est assez petit quand même. Pas ouf, on dort mieux dans une tente. Mais bon, voilà, on peut pas non plus dormir dans le parc naturel, surtout qu'on est sur les coulées de lave, donc il n'y a aucun endroit plat. On est ici en dessous du Teide, le sommet qui est là, le volcan. On va essayer de trouver des places pour y aller parce que comme on avait dit, il fallait réserver et on l'avait pas fait. On l'a su qu'une fois ici en séjour. Donc on va essayer d'aller voir sur place s'il y a eu des désistements et si on peut s'y rendre. Petite particularité du parc national du Teide.
Il se trouve à une altitude moyenne de 2000 mètres et son sommet constitue le point culminant de l'Espagne. Eh ben, le Teide est là-haut, comme tu peux voir on n'y est pas monté. Alors c'est pas pour une histoire de réservation de place comme on avait dit juste avant, mais le problème est tout autre, c'est que avec les béquilles, elle n'a pas le droit d'y monter parce que la montée se fait par un téléphérique. Le téléphérique ferme si il y a 55 km/h de vent ou par là, pour le moment il y en a 40. Le problème en fait c'est que si on y monte et qu'ensuite il y a 50 km/h de vent, il faut redescendre 1400 de dénive, 10 km, et en béquille ben voilà, c'est impossible et ils nous laissent pas monter pour ça. Du coup on est allé pas loin à 4 minutes de là, le rocher Quinchado, et c'est particulier à aller voir. On va aller voir à quoi ressemble ce rocher. Il s'agit d'un cil formant un monolithe de basalte situé à environ 2100 mètres d'altitude au sud-est du sommet du Teide. Sa célébrité provient du fait qu'il est représenté sur les anciens billets de 1000 pesetas et qu'il est facilement photographié par les nombreux visiteurs passant à proximité. Bon ben du coup je poursuis tout seul pour cette randonnée. Là je me dirige vers les paysages lunaires, c'est marqué comme ça sur Maps.me, qui a 2 heures de marche aller, 2 heures retour, il y a 600 mètres de dénivelé. Je continue l'aventure solo pour le moment et on va aller voir ces paysages lunaires. J'ai vu des photos, ça a l'air ouf. Malheureusement, l'endroit où je me porte n'est pas accessible par voiture. Je suis donc obligé de partir pour une randonnée de 4 heures en solo. Bon, on n'est pas loin d'avoir fait les 600 de dénive positif. Le sentier il longe là. Il arrive sur les crêtes là-haut et après c'est de la descente. Alors ce que j'ai mal calculé, c'est que mon application Maps.me me donne la différence entre mon point le plus haut et le plus bas. Donc c'était marqué 600. Donc j'ai cru que c'était 600 mètres que je devais faire en positif. Au retour ça aurait été du négatif. Mais c'est faux, c'est pas ça. C'est 600 mètres positif et négatif pour l'aller. Et la même chose au retour. Donc en fait je vais me taper 1200. J'ai pris que 2 barres de céréales, un quart d'eau, parce que je pensais qu'il n'y avait que 600. Mais bon, au lieu de faire demi-tour, la voiture elle est à peu près là-bas. Là on voit le bâtiment. Je me suis dit c'est bon, j'y vais et on verra comment ça se passe. Sous une chaleur de dingue, j'arrive à me hisser sur le col. Et nous voilà au col. J'aperçois même la mer tellement que nous sommes hauts en altitude ici. À partir de ce col, il n'y a plus que la nature qui s'offre à moi. Je profite alors de paysages atypiques dus aux roches volcaniques du Teide. Il est très difficile de se déplacer dans ces roches volcaniques, car elles n'offrent rien de plat pour marcher. Je tombe alors par hasard sur ce petit canal qui me permet de gagner pas mal de temps. Puis l'environnement change du tout au tout. Ici nous avons des sentiers et la végétation a moins de mal à pousser. Je parviens enfin au paysage lunaire, autrement appelé Montaña Bermeja. Il me faut désormais rebrousser chemin sur 600 mètres de dénivelé sur les coulées de lave du Teide. J'atteins de nouveau le col sur lequel j'ai une magnifique vue sur le Teide. Bon, j'ai terminé la rando de la mort avec les 1200 de dénive. Surprise, surprise motherfucker, 1200 de dénive. On est ici, je sais pas le nom. Et apparemment c'est un lieu où aurait été tourné un des Star Wars. Ça fait un petit peu ambiance autre planète. Regardez, il y a des animaux sauvages. On est bel et bien sur une autre planète. Il y a des gens qui se déplacent en béquille. J'ai jamais vu ça. Le belvédère Tabonal Negro est situé juste avant d'atteindre la base du téléphérique du Teide, à une altitude d'un peu plus de 2300 mètres d'altitude. Le paysage que l'on peut voir est assez plat et se compose d'une spectaculaire mer de lave avec des roches d'obsidienne et d'autres de couleur noirâtre. Pour info, certains articles disent que ce lieu a servi pour les décors de Star Wars, mais à côté de ça, d'autres le démentent. Écoute, je vais pas épiloguer là-dessus, il y a en tout cas des articles qui en parlent. On se rend par la suite à la Tarta. C'est une série de coulées de lave solidifiées au fur et à mesure des années et découlées. Le paysage qui l'entoure est à couper le souffle. On en profite alors pour observer un début de coucher de soleil. On continue notre descente vers les côtes pour rejoindre la Punta de Abona pour y passer la nuit. On se lève d'une nuit plutôt agitée avec tout ce vent. On décide de se déplacer directement vers le prochain lieu à visiter. Jour numéro 9, bivouac numéro 8, toujours dans la petite voiture. Pour parler de la nuit ici, donc il faisait 19 degrés. Donc la différence qu'il y a entre ici et là-haut, elle est abusée. Donc
t'avais un -12 sur le sommet et là t'as 19 degrés au bord de la mer. Du coup on s'est rendu au Sanatorio de Abona. C'est des ruines qui sont là-bas, on va en apercevoir un petit peu. Ça a été construit apparemment par des lépreux. En tout cas c'est un village abandonné avec une église abandonnée. On va aller visiter ça. Le Sanatorium de Abona. C'est un complexe qui se compose de plus de 40 bâtiments conçus en 1943 comme un sanatorium pour les lépreux. Mais en raison des progrès scientifiques dans la guérison de la maladie, le projet a été abandonné avant son achèvement. Il n'a donc jamais été utilisé pour cela et par la suite, il a été utilisé comme camp d'entraînement militaire par l'armée espagnole et aujourd'hui, il est démilitarisé et appartient à un promoteur privé. Il est temps de s'amuser avec ces bâtiments abandonnés. N'ayant pas eu ma dose de randonnée ces derniers jours, je me dépense alors différemment. Le complexe est vraiment grand, on n'a donc pas trop le temps de traîner là. On doit enchaîner une autre visite et par la suite se rendre à l'aéroport. Alors, on parcourt les différentes salles assez rapidement, tout en essayant de tomber sur les plus beaux graffitis. Les derniers sites à visiter aujourd'hui, on est proche de Médano. On est venu voir une antenne abandonnée comme ça. C'est une antenne qui n'a pas été construite jusqu'au bout parce que les habitants étaient contre, ils se sont rebellés entre guillemets et du coup ils ont tout laissé comme ça sur place. Là je me trouve dans l'antenne, je vais progresser dedans, la partie principale est là. Cette antenne était l'un des éléments de construction d'une centrale solaire thermoélectrique avec laquelle ils voulaient produire et stocker du carburant. Et ce malgré les grandes inquiétudes des riverains qui accusaient le manque de permis appropriés. Il ne reste de ce projet colossal qu'un souvenir indélébile, cette super poêle à paella, surnom qu'ils ont donné à cette parabole. L'horaire de notre embarquement est assez proche, nous nous rendons à l'aéroport. Hop, Tenerife. Tenerife terminé, on est arrivé à l'aéroport, on fait les dernières étapes, là on est en train de faire le checking tout ça pour partir. Moi je suis en train de chercher des backpackers, des gars qui vont commencer leur aventure ici pour leur donner la bouteille de gaz. Donc voilà, c'est les dernières petites étapes, derniers petits trucs avant d'y aller et après ça sera terminé. Et c'est ainsi que s'achève notre séjour dans l'archipel des Canaries, après avoir traversé Gran Canaria et Tenerife et parcouru quelques dizaines de kilomètres. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à m'aider à développer la chaîne. Tu peux m'aider via le lien Tipeee en description. Sinon, un simple pouce bleu, t'abonner ou partager la vidéo suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciement. À la prochaine camarades.